Un grand merci à Idelux et à l'Agence du numérique pour l'organisation de ce webinaire. Bonjour, cher Christophe, chers collègues et mesdames et messieurs les mandataires, collaborateurs et représentants qui participaient à cette rencontre. Je vais effectivement faire un propos introductif. Très naturellement, je laisserai le volet plus lié aux mandataires locaux, aux communes, aux structures intercommunales à l'exposé de Christophe, mais je suis évidemment disponible pour pouvoir réagir ultérieurement si nécessaire. Peut-être quelques éléments de cadre tout d'abord, puisque vous le savez, le gouvernement wallon a fait globalement de la transition digitale, de la transition numérique, une de ses priorités, une priorité pour notre région, que l'on décline à travers toute une série d'actions. Notons un certain nombre d'actions à travers la stratégie Digital Wallonia portée avec l'agence du numérique, avec des actions qui vous sont probablement connues, qui concernent par exemple la formation des acteurs commerciaux, des PME, des indépendants, aussi des actions à destination, par exemple, de l'industrie du futur, des diagnostics de maturité numérique des entreprises et d'autres éléments de cette nature-là qui me semblent peut-être utiles, peut-être de rappeler et encore de faire connaître à travers nos réseaux, à travers les institutions que vous représentez de façon complémentaire également. Soulignons également qu'avec Christophe et Christy, nous mettons en œuvre, par exemple, les espaces publics numériques et d'autres éléments. Indépendamment de cette ambition collective qui figure dans la DPR, qui figure dans un certain nombre de décisions régionales, je vais y revenir, complémentairement aux actions concrètes dont je viens d'illustrer quelques exemples, il y a alors évidemment tout l'enjeu de la connectivité du territoire. Cet enjeu de la connectivité du territoire, il passe par des décisions concernant le futur de la connectivité. Je les évoquerai brièvement dans quelques instants, c'est-à-dire la couverture en 5G, par exemple, ou aussi par la disposition du très haut débit et peut-être ultérieurement de l'ultra haut débit, des connexions alors filaires à travers la fibre optique qui viendront à la fois couvrir le territoire de façon de plus en plus large ou innerver, alimenter le territoire de façon de plus en plus affinée en ce qui concerne d'abord les acteurs économiques, les zones d'activité économique, mais aussi les territoires en ce qui concerne la fibre haut débit, très haut débit, ultra haut débit. Ce qui nous occupe maintenant, c'est la couverture actuelle, bien évidemment, du territoire. Et on sait qu'il y a eu, à travers les accords TOP, Tax on Pylons, successifs, il y a eu des avancées en la matière. Des avancées pour atteindre ces 80%, 85% plus exactement, de couverture du territoire qui était l'objectif global. 85% des communes, des villes calculées globalement. Ça ne veut pas dire qu'on est à 85% partout, dans chacun des villages, dans chacune des situations, dans chacun des quartiers, puisqu'on est au-delà aujourd'hui de 85%. On est même bien au-delà si on prend la moyenne des 3 opérateurs 4G outdoor. Mais ça ne veut pas dire qu'on a évidemment couvert l'ensemble du territoire, l'ensemble des villages, des quartiers concernés. Si je regarde d'ailleurs la situation de notre province, je constate qu'il y a 18 communes sur 44 qui sont signalées comme présentant un déficit de connectivité. Ça veut dire que le problème est tout de même actuellement bien réel, avec des zones blanches ou des zones grises ou des zones où la connexion est imparfaite, incomplète, insuffisante, où la bande passante n'est pas suffisante pour les différentes utilités qu'aujourd'hui on peut en exercer. Il y a un site géré avec l'agence du numérique, le site qu'on appelle le Digital Wallonia Connect, où, je vais dire, les pouvoirs locaux peuvent, entre guillemets, signaler les difficultés, les déficits enregistrés à cet égard. Et par ailleurs, je constate que 29 des 44 villes et communes de notre province sont inscrites sur le site. N'hésitez pas à en faire usage pour signaler alors des déficits de connectivité et pour aussi permettre avec les opérateurs de construire des solutions techniques, des solutions pour permettre d'élargir les couvertures, singulièrement dans les endroits où elles sont défaillantes. Et alors, dans ce contexte-là, nous avons voulu, avec Christophe, pouvoir obtenir des opérateurs des engagements complémentaires. C'est le sens de l'accord TOP, signé le 17 janvier dernier,
Et cet accord TOP, c'est un accord où on retrouve, si je puis dire, différents volets. Il y a un volet qui nous concerne, qui vous concerne également, qui est le volet concernant la taxation. Il y a, je ne dois pas vous en faire large démonstration, un contentieux long comme un jour sans pain, à tous les étages à peu près des juridictions, en ce qui concerne des rôles, des années et des couvertures de taxation qui, pour l'immense majorité d'entre elles, n'ont jamais été perçues parce qu'elles font l'objet d'une bataille très, très largement nourrie juridiquement de part et d'autre. Notre engagement, c'est effectivement, Christophe l'abordera, de pouvoir, par rapport à ces éléments de taxation provinciale et ou locale, lorsqu'ils existent, pouvoir effectivement avoir un message clair de non-taxation par rapport à cela. L'autre volet, c'est effectivement que nous nous engagions, ça nous concerne aussi au niveau régional, bien sûr dans le respect des dispositions en termes de permis, en termes de réglementations diverses, à avoir une approche visant à améliorer, à fluidifier la communication, le déploiement avec et en lien avec les pouvoirs locaux et bien sûr d'un autre versant, les opérateurs de télécommunications. On sait que les prévisions de développement d'utilisation de la connectivité sont importantes. Je sais que ce n'est pas un best-seller qu'on lit nécessairement le soir avant de s'endormir, mais je vous engage à jeter un petit coup d'œil sur le rapport des experts à haut niveau que le gouvernement a établi de manière à discuter de la future 5G, et vous verrez un certain nombre d'éléments d'histoire de l'utilisation des volumes des bandes passantes et des besoins émergents. Il est très clair qu'on est, à cet égard, dans une situation qui est émergente, eu égard aux besoins, et le télétravail le démontre encore très, très largement aujourd'hui, mais aux besoins aussi d'un certain nombre de fonctionnements dans le secteur de la santé, dans le secteur économique, dans le secteur industriel plus particulièrement. J'évoquais le fait que, en ce qui concerne la connectivité, si on parle aujourd'hui de la connectivité, donc de la 4G, des opérateurs que je viens de citer, il y a aussi en même temps, si je puis dire, des efforts qui sont faits ici avec mon collègue Philippe Henry concernant alors la connectivité des zones d'activité économique. La connectivité à travers la fibre. Nous sommes concernés en province de Luxembourg puisque, suivant la liste que j'ai sous les yeux, il y a tout de même une série de zones d'activité qui ne sont pas encore complètement couvertes ou qui ne le sont pas du tout. Et donc, à cet égard, à travers d'une part les moyens que nous avons mobilisés avec la Sofico et à travers un dossier complémentaire de 15 millions d'euros que nous avons introduit à travers le plan de relance européen, le but, c'est de pouvoir couvrir complémentairement toute une série de zones d'activité économique. Il y en a 20 qui sont prévues, j'en ai la liste sous les yeux, avec l'accord Sofico, et par ailleurs 12 complémentaires dans le cadre du dossier que nous avons introduit dans le projet de plan de facilité de relance et de résilience européenne. Le but est effectivement que nous puissions alors aussi couvrir, me semble-t-il, nos zones d'activité économique. Et puis, je pense qu'on va devoir poursuivre la réflexion, puisque à l'instar de ce qu'on observe, par exemple, en France, où de plus en plus, je constate que la couverture, qu'elle soit à travers la 4G, 5G, ou qu'elle soit à travers la fibre, est de plus en plus déployée sur l'ensemble des territoires, en ce compris des territoires plus ruraux. Par ailleurs, en ce qui concerne les engagements des opérateurs, ceux-ci ont amené des engagements qui sont des engagements financiers, concrètement pour pouvoir couvrir au-delà de ces 85%, pour pouvoir alors avoir, notamment avec le concours de l'IBPT, vraiment une couverture beaucoup plus ciblée, beaucoup plus granularisée encore. Il faut, dans certains cas, bien sûr, des investissements. Ces investissements ne sont pas toujours rentables, compte tenu des volumes d'utilisation. Les opérateurs se sont engagés à mobiliser donc 11 millions d'euros au profit de l'amélioration de la couverture mobile et par ailleurs à mobiliser 5 millions complémentaires en ce qui concerne l'alimentation d'un appel à projets destiné aux pouvoirs locaux que Christophe va aborder. Nous avons donc à cet égard complété ce montant venant des opérateurs par une somme
d'un total de 5 millions d'euros venant pour moitié des départements et des crédits de Christophe et pour moitié du département du numérique dont j'ai la gestion. Et par ailleurs, nous avons complété, dans le cadre de nouveau de l'appel à projet et du fonds de relance et de résilience européen, de cette facilité de relance et de résilience, nous avons inscrit également un montant supplémentaire de 10 millions d'euros, de manière alors à permettre que cet appel à projet local soit effectivement suffisamment alimenté budgétairement. Voilà le propos introductif que je voulais partager avec vous. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une stratégie globale qui concerne à la fois les différentes formes de connectivité du territoire, aussi le soutien aux acteurs économiques, à la formation, à un certain nombre d'espaces pour permettre aux gens d'acquérir les compétences, pour permettre la transformation industrielle, pour permettre l'évolution et la formation d'acteurs de proximité comme les commerçants. Et puis évidemment, il y a toute la logique smart, toute la logique pouvoirs locaux que Christophe va aborder. On a beaucoup de débats et rien qu'aujourd'hui, si vous avez jeté un petit coup d'œil sur l'écho et un petit coup d'œil sur le soir, par exemple, il y a beaucoup de débats concernant la 5G. Je dois dire que si on va voir sur le net, on va trouver des centaines et des centaines d'études diverses concernant la 5G. Ma conviction, elle est très nette, elle est définitive à cet égard. Soit on emprunte et on est effectivement acteur de ce train-là, de cette couverture de nouvelles capacités, soit on va rester sur le quai. Et je dois dire que nos collègues en Flandre sont en train déjà de déployer des expériences qu'on appelle les POC, les Proof of Concept, notamment au port d'Anvers. Et donc, mon intention est à court terme de pouvoir lancer effectivement les premières expériences aussi en Wallonie. S'il y a en province de Luxembourg, s'il y a dans une des zones dont Idelux assure la gestion ou l'organisation, il y a un intérêt à cet égard, n'hésitez pas à nous en faire part par ailleurs, parce que effectivement, de plus en plus à l'avenir, et je crois que vous en êtes convaincus, dans les cases à cocher pour les investissements des entreprises, voire pour des investissements étrangers, et notre province en a connu beaucoup d'investissements étrangers dans son développement économique plus ancien ou plus récent, eh bien, il y aura la connectivité comme un des éléments à rencontrer. Et si elle n'est pas là, nul doute que les investisseurs ne cocheront pas cette case connectivité du territoire comparé à d'autres et risquent bien d'aller, bien évidemment, s'installer ailleurs. Il en va de même d'un certain nombre de besoins en termes de sécurité, en termes de communication, etc. Voilà les quelques éléments. J'espère ne pas avoir été trop long dans la dizaine de minutes que vous m'aviez confiée pour l'introduction, mais je suis à votre disposition évidemment, que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard, pour pouvoir prolonger la conversation. Ne soyez pas surpris qu'à un moment je vous quitte, puisqu'on a aussi Parlement cet après-midi. J'ai un certain nombre de questions d'actualité que je devrais aussi préparer. Merci et bon travail à chacune et à chacun d'entre vous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose d'avancer avec l'intervention de Monsieur le Ministre Christophe Collignon, ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville. Et s'il y a des questions avant la présentation de Monsieur Compère, qu'on les aborde à ce moment-là. Et voilà, merci, rebonjour à chacun et chacune. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'initiative, même si j'aurais préféré vous voir de visu. Je vais essayer d'apporter un complément, parce que oui, a déjà été extrêmement complet et nous marchons main dans la main dans ce dossier. Pourquoi? Parce que très objectivement, je pense que votre séminaire tombe à point, votre webinaire, pardon, parce que la matière est d'importance, parce que tout simplement, on sent bien que la matière de la transition numérique dans notre société, c'est un tournant qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Et je suis de ceux qui pensent que le rôle du gouvernement, le rôle des autorités, des pouvoirs publics, c'est de pouvoir mettre le terrain en condition afin que nous puissions attirer des investissements
dans notre région, mais aussi rendre un service de qualité à notre population. Et il est évident que le numérique va dans les années à venir, prendre une part de plus en plus croissante dans nos sociétés, et les pouvoirs locaux doivent pouvoir y jouer un rôle. L'accord top que l'on a pris, pour ne rien vous cacher, je suis en exercice depuis un peu plus de 6 mois, c'est donc un des premiers dossiers que j'ai abordé, et j'ai tout de suite accepté la proposition, puisque c'est Willy qui le portait, parce que tout simplement j'ai la même vue sur ce dossier. Globalement, cela fait des années, puisque j'ai un passé de municipaliste assez long, que je vois des taxes qui sont décidées, mais qu'in fine, les communes n'en voient pas la couleur. Et pour remonter encore un peu plus loin, j'ai un passé d'avocat. Et j'ai toujours retenu qu'il valait mieux un accord, peut-être parfois que certains peuvent considérer comme tiède, plutôt que d'avoir une attente d'une décision judiciaire. Et vous savez comme moi que les décisions judiciaires, on peut les attendre longtemps. Et in fine, eh ben, pour revenir à mon propos liminaire, les autres régions, elles, avancent. Donc je crois que nous avons intérêt à pouvoir donner le signal, et il est très clair, et je l'assume, vis-à-vis des pouvoirs locaux, que nous ne souhaitons pas qu'elles taxent dans ces matières-là. Il y a évidemment l'autonomie communale, donc les taxes seront recevables. Ceci étant, les villes et communes ou les pouvoirs locaux qui procéderaient de la sorte ne seraient pas recevables aux appels à projets que nous comptons dédicacer. Il y a évidemment quelques articulations que l'on doit pouvoir rencontrer si l'on veut rentrer dans ce phénomène de transition numérique, de dématérialisation, bref, d'efficacité. Regardez, aujourd'hui, la pandémie a accéléré ce phénomène-là. La technologie nous permet quand même de nous exprimer, nous permet quand même de tenir cette réunion. Si l'on n'avait pas cela, on ne pourrait pas le faire. C'est l'évidence que l'on va pouvoir rentrer dans ce tournant du numérique. Alors, je crois que je m'adresse à des gens d'une province où la connectivité et la couverture du territoire, il y a des progrès, mais on doit pouvoir faire en sorte d'accélérer cette démarche. Et force est de constater malheureusement que la balance pense plus en faveur de la région du Nord, et donc il est quand même de notre responsabilité de faire en sorte de pouvoir éviter qu'il y ait encore des zones blanches dans notre territoire wallon. Pour vous prendre un exemple, je suis bourgmestre de Huy, qui n'est quand même pas réputé pour être l'entité la plus rurale de Wallonie. Néanmoins, sur mon territoire qui est étendu, à Solières, pour ceux qui s'intéressent au football, qui militent en division amateur, mais tout de même d'un certain niveau, eh bien, lorsque je vais à la buvette, j'ai pas de réseau. Donc là, ce sont toute une série d'exemples qui sont concrets. Pour cela, il faut que l'on puisse mettre le territoire en condition, faire en sorte que nos administrations de nos villes et communes soient des administrations, nos intercommunales, il y a déjà plus d'avancées, soient des administrations modernes. On a fait un premier pas, fin de l'année, on a débloqué 10 millions d'euros à destination des villes et communes et des CPS. Et comme Willy l'a détaillé, on a aussi ces appels à projets qui sont en cours de construction issus de l'accord TOP. On a dans tous les plans de relance, que ce soit le plan de relance européen, rentré des mesures qui vont dans le sens de la digitalisation, dans le sens de la dématérialisation. Willy aurait pu en parler relativement à la dématérialisation des documents pour les permis d'urbanisme ou pour les permis d'environnement. Ce sera également le cas dans le futur plan de relance appelé GEDEP, qui devra vraiment pousser notre région. Pour ce qui concerne les villes et communes, donc des moyens ont été dégagés, des moyens seront encore dégagés à travers ces appels à projets qui seront destinés aux pouvoirs locaux pour être plus large, à la condition évidemment, comme je l'ai indiqué, que on n'applique pas les différentes taxes pour lesquelles nous souhaitons effectivement qu'on ne les entreprenne pas. Les possibilités de développement pour nos villes et communes sont
sont multiples et variées et elles sont évidemment extrêmement intéressantes. Elles peuvent aller d'applications pour la mobilité, d'applications pour des services de base lorsque je souhaite obtenir un document de ma commune ou pour la gestion de l'espace public. Elles sont en tout cas très multiples et variées. Elles sont aussi des facteurs de développement. Et je terminerai par là, en vous disant qu'également, je devrais aussi vous quitter plus tôt puisque le mercredi est un jour de séance, en terminant par le fait de vous dire, je pense que votre démarche a beaucoup d'intérêt et moi-même et mes collaborateurs sommes à votre écoute parce que c'est vous qui êtes sur le terrain pour nous relayer les difficultés. Deux, comme je l'ai indiqué, j'assume parfaitement cette philosophie. Et trois, je pense tout simplement que si nous ne prenons pas ce tournant du numérique, de la transition numérique, je crains que nous soyons encore longtemps une région qui soit à la traîne. Les villes et communes, les pouvoirs locaux, les intercommunales doivent pouvoir aussi prendre le train du redéploiement de notre région. Voilà le message que je souhaitais vous donner pour cette appétit ou petite introduction. C'est à vous de juger. Merci, Monsieur le Ministre. Je n'ai pas vu de questions dans le chat suite à vos interventions et introductions. Ce que je propose pour pouvoir vous libérer et avancer dans la session, c'est de céder la parole à Monsieur Philippe Compère et si des questions surviennent en cours de webinaire, que nous les adressions à vos collaborateurs. Bien, merci Benoît et surtout merci autant à Monsieur le ministre Boursu qu'à Monsieur le ministre Collignon pour ces introductions qui ont déjà très bien campé le décor, je dirais, qui ont bien décrit beaucoup de choses de ce que je voulais dire déjà, ce qui est très bien, ce qui montre surtout par votre présence et par ces paroles le soutien que le gouvernement wallon apporte à la connectivité et au plan giga-région Digital Wallonia. La connectivité étant, je le rappelle quand même aussi, d'une part mentionnée très largement dans la DPR et d'autre part un des 8 piliers de base de la stratégie Digital Wallonia 2019-2024. Et donc, c'est en effet extrêmement important et je rappelle, je remercie encore vraiment tout le gouvernement pour son soutien. Comme l'a souligné aussi le ministre Boursu, l'annonce aujourd'hui dans l'Écho sur la 5G montre aussi qu'il y a une véritable volonté du gouvernement wallon d'aller de l'avant sur les développements raisonnés et bien entendu en respect des principes de précaution de la santé, etc., des premiers POC 5G, et ça c'est évidemment très important aussi, ça va dans ce sens. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de l'accord taxe pylône. Première chose que je voulais dire, c'est pourquoi l'ADN. Donc l'agence du numérique a été chargée par le précédent gouvernement, dans la précédente législature, du premier accord TOP, premier accord taxe pylône, 2017-2019, du suivi de cet accord en collaboration bien entendu avec les autorités et avec surtout les opérateurs concernés. Je rappelle aussi que cet accord porte sur la partie mobile du territoire, je vais y revenir. Peut-être en introduction d'abord parler rapidement du projet Giga-Région. Donc je ne vais pas parler de l'ensemble du projet Digital Wallonia qui est bien décrit sur la plateforme digitalwallonia.be, mais me focaliser directement sur le plan, la stratégie Giga-Région avec ses 4 piliers, dont bien sûr l'accord TOP, on va y revenir, mais qui est également complété par l'axe fixe avec entre autres la cartographie très haut débit des zonings d'activité économique qui est en cours depuis plus de 4 ans maintenant et qui a permis, monsieur le ministre Boursu en a parlé tout à l'heure, d'identifier exactement quels sont les zonings qui sont connectés ou pas à la fibre optique aujourd'hui.
et qui a surtout permis d'établir la fiche RRF pour le plan de relance avec les 35 zonings complémentaires également dont le ministre Bourcier a parlé, en lien bien entendu avec le plan stratégique de la Sofico. En lien avec tout ça également, il y a un appel à projet connectivité avancée qui va être lancé prochainement, dont le but est d'aller toujours le plus loin possible, de rechercher des solutions éventuellement hybrides ou autres qui permettront des solutions innovantes pour aller toujours le plus loin possible avec du faisceau hertzien, éventuellement d'autres, peut-être déjà dans des premiers POC 5G, puisque maintenant ça va devenir possible. Cet appel à projet va être lancé prochainement. Rapidement, la plateforme, je vais en reparler tout à l'heure aussi, qui a été mise en place dans le cadre de l'accord TOP. Donc c'est déjà en soi un résultat très probant de cet accord TOP V1. Et alors en lien avec ça, évidemment, il y a tous les autres projets en lien avec l'Europe, que ce soit les projets de Wi-Fi, Wi-Fi public tels que Wi-Fi for EU ou Digital Cities. Il y a évidemment le groupe d'experts 5G que nous avons eu aussi l'honneur, je dirais, d'organiser, de coordonner en tant que secrétariat. Et d'autres projets, comme par exemple, je voulais citer le projet Camion Sentinelle du BEP et d'Idelux, qui est un projet Smart Région, donc de l'appel à projet Smart Région, qui va démarrer maintenant, dont l'objectif est justement d'aider à améliorer la cartographie, améliorer la connaissance, la data territoriale, disposer de données territoriales les plus pertinentes et les plus à jour possibles, en complément de ce qui se fait déjà par ailleurs, évidemment, au niveau du régulateur fédéral de l'IBPT. Concentrons-nous aujourd'hui sur l'accord TOP, sinon je pourrais parler 3 heures déjà rien que sur tout ce qu'il y a là. Alors, je voulais d'abord faire un petit point sur quand on parle de zone blanche, zone grise, de quoi parle-t-on? Parce que cette notion a évolué, justement, en lien avec l'accord TOP V1. Je rappelle, je ne l'ai pas mis ici, mais que la notion de zone blanche au début de l'accord TOP en 2016-2017, telle que définie par l'IBPT, couvrait à la fois le fixe et le mobile, donc était considérée en zone blanche une commune sur laquelle plus de 60% de la population ne disposait pas d'une connectivité de 30 mégabits par seconde en download, et en même temps n'avait pas une couverture en 4G outdoor de 100%. Alors voilà, ça c'était la définition à l'époque qui combinait en même temps le fixe et le mobile. La définition aujourd'hui qui a été revue, comme je l'ai mis ici dans l'arrêté royal du 2 juin 2019, est une définition beaucoup plus précise quelque part, parce que d'une part elle dissocie le fixe et le mobile, et elle précise bien la notion de zone blanche, zone grise, donc sont considérés en zone blanche, non plus les communes comme vous le voyez ici, mais les secteurs statistiques. Donc vous remarquez déjà que nous sommes descendus à un niveau d'échelle de granulométrie plus fine qui est le secteur statistique et non plus la commune. Au niveau de l'IBPT, et donc en zone blanche fixe est considéré en zone blanche fixe un secteur statistique où il n'y a aucun opérateur à même de pouvoir fournir un réseau haut débit, c'est-à-dire du 30 mégabits par seconde. Très haut débit, on parle plutôt de 100 mégabits par seconde, qui est l'objectif européen 2025 pour tous. Le 30 mégabits par seconde, je rappelle que c'est quand même un objectif européen fin 2020. Donc en principe, fin 2020, tout le monde était censé en Europe avoir accès à du 30 mégabits. C'est évidemment pas le cas partout. Et dans certains pays comme en France, c'est encore moins que chez nous. Mais même chez nous, évidemment, ce n'est pas encore le cas. C'est pas où je vais l'apprendre. Les zones blanches mobiles, c'est le même principe, mais évidemment, toujours aucun opérateur en haut débit. Pour les zones grises, c'est qu'il y a un opérateur à même de pouvoir fournir le haut débit, mais il n'y en a qu'un. Donc, ce qui, évidemment, par extension, signifie qu'à partir du moment où il y a au moins 2 opérateurs, on est dans une zone noire, on pourrait dire à ce moment-là, puisqu'on a une connectivité correcte. Et donc, c'est sur cette base-là que l'IBPT a revu sa cartographie, puisque l'IBPT est évidemment, en tant que régulateur fédéral, en termes de compétences, l'organe fédéral en charge des télécommunications, et sauf évidemment pour ce qui concerne les normes d'émission qui là sont régionales.
Le reste, c'est de la compétence de l'IBPT et du cabinet, évidemment, de la ministre fédérale Petra de Sutter actuellement. Et donc l'IBPT tient un jour, et c'est la seule cartographie officielle en Belgique, une cartographie à la fois des réseaux fixes et des réseaux mobiles, qui est donc les atlas mobiles et fixes de l'IBPT, qui ont été revus, je pense que c'était en 2019, plus ou moins justement au moment où l'arrêté royal est sorti. Et avec le nouveau portail IBPT Data, qui est un portail Open Data, sur lequel sont publiées les cartes que voici. Donc ça, ce sont les cartes régionales de la province du Luxembourg, mais vous avez accès évidemment à toute la Belgique, et vous pouvez, suivant différents critères, choisir de visualiser ces cartes, soit à l'échelle de la commune si vous le souhaitez, soit à l'échelle du secteur statistique. Ici, les cartes ont été faites à l'échelle justement des secteurs statistiques, ce que je vous suggère de faire, puisque c'est à cette échelle-là que vous aurez les informations les plus proches de la réalité, on va dire. Dans les modes également, vous avez le mode ménage, population ou territoire. En vous mettant en mode ménage, vous avez en fait les cartographies par foyer, et donc c'est aussi le niveau, je dirais, le plus pertinent ou le plus proche de la réalité. Donc voilà, ici j'ai pris la carte pour la carte mobile, la carte Proximus, mais évidemment vous avez les cartes pour les 3 opérateurs mobiles. Pour le fixe, la question se pose moins, puisque c'est les réseaux plutôt par débit, alors 10 mégabits, 30 mégabits, 50 ou 100 mégabits que vous pouvez choisir. On verrait très dynamiquement, je ne vais pas le faire ici, on peut le faire éventuellement après, suivant si vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire tout à fait à votre aise. Vous voyez que quand vous passez d'un mode à l'autre, vous voyez la différence, par exemple, entre la cartographie au niveau d'une commune ou au niveau du secteur statistique. Dans certains cas, au niveau d'une commune, tout est vert, tout semble bien aller, mais évidemment, quand on descend, on se rend compte qu'il y a encore des problèmes, en effet. Et donc, toutes ces poches de déficit de connectivité, donc plus la poche est rouge et plus évidemment il y a des problèmes. Si elle est orange, elle est relativement bonne. Donc ça, c'est les différentes échelles qui sont reprises sur la cartographie. C'est expliqué également sur le portail. On pourra éventuellement y revenir si nécessaire. C'est aussi cette cartographie qui nous aide évidemment à suivre le territoire, et en parallèle avec cette cartographie, nous avons mis en place nos propres outils, puisque la région, il y a 5 ans d'ici, ne disposait d'aucun moyen en fait de savoir, à part les atlas de l'IBPT, quel était l'état de la connectivité du territoire. Aujourd'hui, nous avons mis un certain nombre d'outils en place, on va y revenir. Donc, revenons à l'accord TOP proprement dit. Alors, bien entendu, je ne vais pas parler de l'accord TOP 2, donc l'accord actuel, sans parler du premier et des résultats du premier. Alors, pour celui-ci, vous avez le lien direct vers le site Digital Wallonia, sur lequel nous avons publié les résultats de cet accord. Donc, c'est cette infographie que je passe rapidement ici, que vous pourrez regarder à votre aise. Donc, l'accord TOP V1, il y a eu en accord avec les opérateurs, puisque c'est toujours, bien entendu, extrêmement sensible, donc nous devons avoir l'accord des opérateurs pour communiquer. En accord avec les opérateurs et les responsables politiques de l'époque, il avait été décidé de faire 2 communications, une à mi-parcours et une en fin de projet. Ici, bon, je vous présente les résultats à mi-2019, qui sont en fait les résultats en fin de projet. On a mis mi-2019 parce qu'en fait, ça a été publié avant le mois de mai 2019. Vous avez très bien compris la raison, évidemment, c'était avant les élections, plutôt que de le publier en fin d'année 2019, qui était la date finale de l'accord. Mais grosso modo, les résultats, bien entendu, entre mai 2019 et décembre 2019 ne sont pas fondamentalement différents, puisque l'essentiel déjà de l'accord avait été résolu à l'époque. Très rapidement, quelques chiffres du premier accord. Donc là, c'était sur 3 ans, 3 objectifs. Donc la couverture, bien entendu, du territoire, mais aussi des projets smart région, Internet des objets, etc.
et aussi des appels à des projets innovants de recherche de connectivité, et donc qui étaient également éligibles dans le cadre de l'accord TOP. 3 opérateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'accord TOP, autant le V1 que le V2, d'ailleurs le nouveau, portent tous les deux uniquement sur la partie mobile et pas sur la partie fixe. Alors bon, ça pourquoi? C'est une décision qui a été prise au niveau du gouvernement, sachant évidemment qu'il y a quand même Proximus évidemment dans les acteurs mobiles, et donc Proximus dispose quand même d'un réseau fixe aussi. Il est le seul à avoir son propre réseau sur l'ensemble du territoire dans les 3, Telenet ayant quand même une partie de réseau fixe également dans le Hainaut. Mais d'autres acteurs, pour ne pas les citer comme vous par exemple, malheureusement n'ont pas été intégrés dans cet accord. Dans le premier accord, l'objectif était 20 millions d'euros par opérateur, donc ce qui faisait un total de 60 millions d'euros pour les 3 ans, avec bien entendu un comité de suivi. Donc, comme indiqué ici, il a été signé en 2016. Donc c'était une première en Wallonie évidemment et en Belgique. C'est d'ailleurs aujourd'hui une des bonnes pratiques qui est reprise au niveau européen, qui a été d'ailleurs mise en avant dans le cadre de la Connectivity Toolbox européenne, qui est en lien avec le plan de relance européen, pour montrer voilà, une initiative d'une région pour booster la connectivité régionale et limiter les taxes. L'Europe l'a repris comme une bonne pratique. Donc là, je ne vais pas m'étendre trop sur l'ensemble des résultats, juste celui-ci qui est évidemment le plus important. Désolé. Le plus important, c'est sur les 39 communes en zone blanche au début de l'accord en fin 2016. Il y avait donc 39 communes qui étaient toutes en Wallonie. 4 communes seulement disposaient d'une connectivité, comme l'a signalé le ministre Boursu tout à l'heure, une connectivité de minimum 85% de couverture 4G outdoor sur l'ensemble des 3 opérateurs. Donc ici, c'est une moyenne des 3 opérateurs. On ne parle pas de la couverture d'un opérateur par rapport à l'autre, parce que, évidemment, certains opérateurs ont parfois une meilleure couverture que d'autres au départ. Si on prend Proximus, évidemment, ils ont déjà au départ une meilleure couverture, puisqu'ils ont une situation ils ont un réseau fixe qui leur appartient. Mais on a fait ici les calculs sur base d'une moyenne des 3 opérateurs. Et donc 4 communes au départ. À mi-parcours, il y en avait 27 qui avaient au minimum 85% de couverture. Et les 39 communes avaient atteint le minimum de 85% de couverture 4G outdoor lors de la fin de l'accord. Donc l'accord avait montré évidemment son efficacité. Le reste des slides vous montre d'ailleurs des évolutions assez marquantes. Hein, si on regarde celui-ci par exemple, qui montre des évolutions, si je prends souvent cet exemple-là, rang 2 par exemple, est passé d'une couverture moyenne de 35% à 99,4% de couverture. Alors de nouveau, vous voyez les chiffres, c'est ce que le ministre Boursu mentionnait tout à l'heure, on est largement au-dessus des 85% de moyenne, hein, puisque pour certains, on est même presque à 98 ou 99%. Maintenant, dans le monde des télécommunications, on le sait, le dernier, et pas seulement dans le monde des télécommunications d'ailleurs, le dernier pourcent est toujours le plus difficile à atteindre, évidemment, hein, parce que c'est celui qui coûte le plus cher, parce que c'est les endroits les plus difficiles à accéder, c'est les endroits les plus géographiquement les plus escarpés, etc. Et donc, c'est pour ça que, bien entendu, on n'a pas encore atteint les 100% partout, parce que et qu'il y a encore beaucoup de poches, comme on l'a vu sur les cartes précédemment. Voilà, donc ça c'est la présentation de l'accord TOP V1. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. S'il y a des questions sur ce premier accord, je pourrais bien entendu y répondre ultérieurement. En ce qui concerne l'accord TOP V2, voilà la synthèse j'ai repris le même layout pour les chiffres. On voit qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, puisqu'on se retrouve bien entendu toujours, c'est bien une extension de l'accord quelque part, puisque c'est toujours les mêmes opérateurs qui sont concernés. Les objectifs globalement restent les mêmes, donc c'est toujours bien entendu la couverture du territoire, surtout des zones blanches et des zones grises, avec donc la précision que j'ai fait tout à l'heure sur cette évolution des zones blanches et des zones grises par secteur statistique.
mais également des projets en lien avec les projets Smart Région. Il y a de plus en plus d'ailleurs de liens entre la connectivité projet Giga-Région et le projet Smart Région. On travaille étroitement, la main dans la main, ma collègue Isabelle Raouard et moi, avec Pascal Petit, bien sûr, sur ces projets, parce qu'il n'y a pas de Smart Région sans connectivité, et inversement aussi, les projets Smart Région alimentent la connectivité, etc. Donc, c'est extrêmement fondamental. La différence principale de cet accord, c'est qu'il ne porte que sur 2 ans, donc 2021-2022, et que la grosse différence est aussi au niveau des budgets. Le ministre en a parlé tout à l'heure, donc les 11 millions de budget d'investissement des opérateurs, plus les 2 fois 5 millions, en fait, puisqu'il y a 5 millions, plus 2 fois 2,5 millions. Donc en fait, ça, c'est pas juste, c'est 10 millions en fait. Là, il y a une erreur dans mon slide. Pour le reste, l'accord, grosso modo, évidemment, est la poursuite de la trajectoire positive de l'accord vertueux qui était l'accord top V1. Je me réjouis d'ailleurs aujourd'hui justement que ce n'est pas un ministre, mais 2 ministres qui portent cet accord, et que le ministre des pouvoirs locaux travaille entre guillemets la main dans la main avec le ministre du numérique, puisque sans les pouvoirs locaux, rien n'est possible. Et que ça permet d'aller beaucoup plus loin encore dans cet accord, on l'espère en tout cas. Et je vais y revenir un petit peu plus loin. Le montant d'investissement, pourquoi est-il inférieur, puisqu'il ne porte plus que sur 11 millions alors qu'il était de 20 millions par opérateur pour le premier accord. Bon, d'une part, il est sur 2 ans, mais c'est surtout aussi parce que, je réponds directement à une question qui pourrait m'être posée, c'est que la partie substantielle du précédent accord portait évidemment sur le règlement des différends entre les opérateurs et la région, qui n'a évidemment plus cours actuellement, puisque ça a été réglé dans le premier accord. Donc ce budget de 11 millions, c'est vraiment 100% des investissements en couverture 3G, 4G, peut-être ultérieurement 5G, parce qu'évidemment, c'est une évolution technologique, donc on ne va pas exclure d'autres technologies éventuelles. Alors j'ai mis ici dans les slides, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, un certain nombre de considérations que j'ai extrait directement du protocole d'accord, de manière à bien clarifier certaines choses. Donc, vous pourrez lire ça, mais grosso modo, ce qui a été dit là a été dit par le ministre Boursu tout à l'heure. Hein. En ce qui concerne les investissements, comme je l'ai dit aussi, les investissements portent sur la couverture, sur les projets, des projets Smart Région et des projets de recherche innovants. Ce qui est important, évidemment, c'est que chaque opérateur reste libre de définir sa politique d'investissement. Hein, bien entendu, la région n'a aucun moyen coercitif, je dirais, vis-à-vis des opérateurs. Ce sont les opérateurs qui investissent, et donc, bien entendu, ils restent maîtres de leurs investissements. J'insiste là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très important dans cet accord, c'est le climat de confiance qui a été établi avec les opérateurs, qui a permis vraiment, grâce aux réunions trimestrielles que nous avons avec chacun des opérateurs en bipartite, d'établir un véritable climat de confiance, de partage d'informations, de partage de bonnes pratiques également, pour trouver des solutions ensemble. Et donc, c'est ce climat-là que nous souhaitons, bien entendu, poursuivre dans cet accord. C'est ce qui est en cours actuellement, puisque c'est notre seul moyen de fonctionnement, je dirais, pour que ça fonctionne bien avec les opérateurs. Et je peux vous dire que ça marche bien. Ce qui est un peu nouveau aussi, ça n'existait pas dans le premier accord, c'est des synergies possibles entre opérateurs. Il faut remarquer aussi, vous l'avez peut-être vu dans la presse récemment, il y a de plus en plus, le monde de télécom bouge beaucoup actuellement et va encore bouger dans l'avenir, évidemment, entre autres de par les investissements très importants qui vont devoir être faits pour les nouvelles technologies. Je ne parle pas seulement de la 5G, mais aussi de l'ensemble des nouvelles technologies et des nouveaux déploiements qui vont devoir se faire. Il y a des synergies qui se créent, il y a des partenariats qui se créent. Pour n'en citer qu'un seul, la joint venture créée entre Proximus et Orange
pour la gestion de leurs infrastructures, des pylônes par exemple, est en soi assez novatrice puisque c'est tout à fait nouveau. On n'aurait jamais imaginé il y a quelques années d'ici qu'ils puissent jamais travailler ensemble sur leurs infrastructures. Ben, c'est le cas. Et de ce point de vue-là, la Sofico, évidemment, en tant qu'acteur régional qui a plus de 4000 km de câbles optiques, est déjà un acteur très important puisque le réseau de la Sofico est exploité par les opérateurs télécoms, entre autres beaucoup par Orange et Telenet, surtout Orange qui n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, de réseau fixe à Louis, il passe par le réseau Sofico la plupart du temps, Telenet également, mais également en partie Proximus. Proximus commence aujourd'hui à travailler avec la Sofico et c'est très bien, c'est ce genre de partenariat évidemment que nous recommandons et que nous soutenons totalement, et ça a été même indiqué ici dans l'accord TOP 2. Alors, le meilleur garant des réussites des projets, c'est surtout aussi le dialogue, d'une manière générale. Donc, dialogue, bien entendu, entre la région et les opérateurs, c'est le cas avec cet accord TOP, mais aussi dialogue entre la commune ou les communes et les opérateurs. Donc, c'est qu'il y ait un bon échange entre la commune et les opérateurs. Et c'est ce qu'on a voulu aussi renforcer à travers la plateforme Digital Wallonia Connect. Cette plateforme a été mise en place donc, en 2018, donc dans le cadre de l'accord TOP V1, en accord avec les opérateurs. Donc l'objectif de cette plateforme était de permettre aux mandataires communaux de pouvoir signaler des problèmes de connectivité au niveau de la région et de pouvoir donc remonter ces informations pour que la région puisse jouer un rôle d'interface, on va dire, et améliorer la communication avec les opérateurs. Donc, le but de la plateforme est que le maximum, évidemment, de communes soient sur cette plateforme. Nous en avons 77 aujourd'hui, donc un tiers des communes wallonnes sont sur la plateforme, inscrites. En termes de signalement, il y a pas encore beaucoup de signalements. Il y a encore des communes qui sont en train de faire des états des lieux de connectivité sur leur territoire. C'est un peu l'objectif. Alors pour répondre aussi tout de suite à une question, pourquoi les mandataires communaux? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une plateforme ouverte à tout le monde, à tous les citoyens? C'est que dans les différentes réunions de l'accord TOP que nous avons eu en bipartite, comme je disais tout à l'heure avec les opérateurs, on s'est rendu compte, puisque nous avons beaucoup d'échanges avec les opérateurs, que certaines communes, que je ne citerai pas bien entendu, sont parmi celles qui sont les plus demanderesses au niveau connectivité, sont aussi celles qui refusent systématiquement tous les permis d'implantation pour les antennes ou d'autres permis. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de connectivité si les infrastructures ne peuvent pas être déployées. Donc, à un moment donné, la commune a son rôle à jouer, son rôle aussi, bien entendu, vis-à-vis des citoyens. Donc, il est important que la commune soit au courant de ce qui se passe sur son territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé que cette plateforme serait à usage uniquement des mandataires communaux. Donc, ne sont inscrits sur cette plateforme aujourd'hui que des représentants de communes, soit bourgmestre, soit échevin, soit un agent ou une agente communale, mais quelqu'un qui représente quand même la commune et qui parle en son nom. Voilà, je répondrai éventuellement à d'autres questions sur la plateforme par après. À la demande d'Idéologie, j'ai intégré aussi ici l'essentiel des questions qui sont posées dans le formulaire, comme ça, pour celles ou ceux qui ne sont pas sur la plateforme, vous les voyez. J'ai fait le recensement par rapport aux 12 communes présentes, si je ne me trompe aujourd'hui, sur les 44. En fait, 10 des 12 communes sont déjà inscrites sur la plateforme, donc ont déjà vu ce formulaire normalement. Celles qui n'y sont pas encore, bien entendu, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a deux phases dans la plateforme. La première phase, c'est une phase d'inscription. En fait, quand vous cliquez sur « Je m'inscris », vous n'allez pas commencer immédiatement, bien entendu, à transmettre des signalements. Vous allez d'abord
demander l'inscription sur la plateforme en donnant l'identification de la personne de contact au sein de la commune, ce qui nous permet de vérifier quand même. Je peux vous dire que dans les formulaires, on a dû en rejeter un certain nombre parce que c'était des personnes qui n'étaient pas habilitées. Et donc, une fois que la personne est bien reconnue comme étant le bourgmestre de la commune, par exemple, on peut, à ce moment-là, il a accès, il reçoit un mail automatique de la plateforme qui lui donne accès à ce formulaire avec ces différentes questions, qui sont en grosso modo des questions assez simples, hein, mais qui nous permettent de savoir, d'essayer de cadrer le problème. D'abord, quels sont les opérateurs qui sont concernés si le signalement est connu, ou bien s'il ne l'est pas d'office, le signalement sera transmis à tous les opérateurs. Et puis certaines précisions, est-ce que c'est en outdoor, en indoor, est-ce qu'il y a déjà eu des contacts éventuels entre la commune et l'opérateur, si oui, lesquels, etc. Et ce qui nous permet, nous, de faire un suivi de chacun, et ça c'est l'engagement que nous avons pris, c'est de faire un suivi sur chacun des signalements que nous recevons avec les opérateurs, qui est fait dans le cadre des réunions trimestrielles aussi de la Cortop, mais aussi en dehors, bien entendu, avec les contacts. Et je les remercie, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont autour de la table aujourd'hui. Je les remercie encore pour leur grande collaboration, parce que c'est extrêmement important pour nous. Voilà, donc ça c'est le formulaire. Et je vais m'arrêter là. Donc, je ne sais pas s'il y aura des questions, je ne vois pas le chat. Donc, ah si, je le vois ici. A priori, je ne vois pas de questions dans le chat. Pas de questions pour le moment, Philippe. Ce que je propose, c'est que on avance sur la dernière partie pour terminer et que l'ensemble des questions soient posées à la fin. Donc, juste pour terminer ce webinaire, arriver sur un accompagnement concret que peut vous apporter Idelux Projet Public ici aux communes qui sont présentes au webinaire et à l'ensemble des 44 communes. Donc, ceci s'inscrit dans le cadre de la démarche Smart City d'Idelux Projet Public. Donc, cet accompagnement en tant que tel, Philippe, si tu sais passer le slide, passe via une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme d'habitude dans les projets avec Idelux. Donc, notre rôle dans un premier temps, c'est déjà de mettre la commune en relation avec les opérateurs pour établir un premier dialogue et que la commune obtienne les coordonnées des bonnes personnes au niveau de Proximus, de Telenet ou d'Orange. Ensuite, nous pouvons participer en fonctionnement de la commune aux réunions entre la commune et les opérateurs avec l'objectif d'essayer d'identifier des solutions win-win entre la commune et l'opérateur, toujours dans l'objectif ici d'améliorer la connectivité. Un point qui est important, c'est que dans cet accompagnement, Idelux non plus n'a pas de pouvoir coercitif sur les opérateurs et donc évidemment il ne sera pas possible d'investir dans toutes les zones blanches, mais on essaye au maximum d'entamer le dialogue et de voir pourquoi ce n'est pas possible d'investir dans telle ou telle zone. Et donc, en cas d'investissement possible d'un opérateur, donc la commune peut nous confier le rôle de suivi de projet, c'est-à-dire classiquement la gestion de projet, respect des échéances des tâches et le suivi des différentes réunions techniques, des conventions de bail entre la commune, l'opérateur, des dossiers permis. Voilà, et donc pour conclure, je vais vous parler d'un cas concret qui est celui de la ville d'Aubange que j'accompagne pour Idelux Projet Public au niveau justement d'un projet qui était en zone blanche. Philippe, si tu sais passer le slide. Là, il manque un. Voilà. Il y a un slide qui manque. Ah, ok, un slide qui a sauté, c'est pas grave. Et donc pour vous tu veux le projeter? Non, pas de problème. Non, okay. Mais donc, le cas d'Aubange, en fait, la commune a sollicité Idelux suite à une présentation dans le passé pour établir un contact justement avec les opérateurs. Donc, Proximus et Orange ont répondu favorablement à la demande et sont venus en commune présenter l'état du réseau sur le territoire communal et les possibilités d'investissement qui était dans le futur et ce qui avait été fait dans le passé. Donc, suite à ces deux présentations des opérateurs, en fait, on a identifié ici 3 zones blanches mobiles et fixes
sur le territoire d'Aubange. La commune a souhaité mettre la priorité sur une de ces zones-là et interroger les deux opérateurs, Proximus Orange, pour savoir quelle était la possibilité d'investir sur cette zone en termes de connectivité mobile, ici 4G. Donc, au terme des discussions, la commune a abouti à un accord win-win avec l'opérateur en question, un des opérateurs, qui a permis en fait, cet accord, en fait, il permet que la commune mette à disposition de l'opérateur un terrain communal, moyennant une convention de bail qui devrait être approuvée par le conseil communal, et que, en contrepartie, l'opérateur accepte de venir installer un pylône de données mobiles sur ce terrain communal. Donc c'est assez intéressant parce que sans terrain, l'opérateur ne pouvait pas investir. Ici, la commune fait un geste en le mettant à disposition quand même en contrepartie d'un loyer annuel. Le loyer, voilà, il est discuté entre l'opérateur et la commune de manière à ne pas percevoir un loyer trop important sur ce pylône, et l'opérateur accepte de faire l'investissement qui n'est pas voilà, forcément rentable pour lui au vu de la taille du village et du potentiel de clients. Donc actuellement sur ce projet à Aubange qui a pour objectif d'équiper un village de l'entité, on en est à la phase de l'étude technique, donc les techniciens de l'opérateur sont arrivés sur place pour voir un peu la faisabilité de la transmission sur le site prioritaire communal et sur les sites secondaires. Et si l'étude technique révèle que c'est faisable, donc là, il y aura une prochaine étape qui sera un passage en conseil communal pour l'approbation de la mise à disposition du terrain, de la convention de bail. Et une fois que ces points-là seront, je veux dire, traités, l'opérateur pourra commencer à introduire la procédure de permis d'urbanisme. Et donc ici, l'installation ou non du pylône dépendra ensuite de l'octroi ou non de ce permis. Donc voilà, vous voyez le type d'accompagnement que l'on peut faire, en espérant ici que le premier cas Aubange puisse être une success story qui s'inscrit justement l'investissement de l'opérateur dans le cadre de cet accord top V2. Donc, nous arrivons... Juste, excuse-moi, oui. Benoît, avant qu'on passe à la partie questions-réponses, il y a une chose que j'ai oublié de présenter, je voulais quand même le faire, c'est passer rapidement sur la plateforme ici Digital Wallonia pour vous montrer donc un article concernant la plateforme Digital Wallonia Connect qui a été publié, que j'ai publié dessus, avec donc les 77 communes qui sont présentes, etc. Quelques informations, vous avez la cartographie qui est d'ailleurs accessible via des liens qui sont ici en dessous. Mais j'ai rajouté également des exemples de bonnes pratiques mises en place grâce à la plateforme, donc des résultats probants de la plateforme qui rappellent évidemment le dialogue ouvert et constructif avec les opérateurs et qui montrent aussi un certain nombre de cas qui ont été mis en place récemment où justement avec les opérateurs on a pu aller beaucoup plus loin que ce qui était prévu, que ce soit Felaine, à Leménil, Aviron-Aval, à Vray-sur-Semois, etc. Ou plus récemment le cas de Clavier qui est en l'étude actuellement. Donc l'objectif c'est de visibiliser aussi ces cas et d'avoir des témoignages de ces bonnes pratiques qui sont mises en place avec les communes et avec les opérateurs, et donc n'hésitez pas à nous remonter ce genre d'informations, tout ça surtout sur la plateforme Digital Wallonia. Et je vous rappelle aussi donc le projet, si je viens rapidement ici, le projet Giga Région, donc ce projet où vous avez donc l'ensemble des informations sur le projet Giga Région, y compris la page bilan et actions qui reprend l'ensemble des actions en cours, où vous retrouverez évidemment un peu plus de détails sur tout ce que j'ai dit. Voilà, on peut passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y en a. Je vais peut-être départager mon écran. Merci Philippe. Voilà, je pense si des communes ou je sais que d'autres intercommunales sont ici dans le webinaire, les opérateurs sont également présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les ministres ont dû nous quitter, mais Philippe Compère ou des membres de l'administration pourront essayer de vous répondre.
Dans tous les cas, bien entendu, s'il y a des questions ultérieurement, autant bien entendu Idelux, Benoît et moi, on est à votre disposition. N'hésitez pas à nous les envoyer quand vous le souhaitez. Philippe, peut-être une première question pour lancer le tour, mais Oui. tu évoquais un appel à projet connectivité avancée. Est-ce que cet appel à projet-là est à destination des pouvoirs locaux ou est-ce que ce sera un appel à projet plutôt orienté entreprise sur la recherche et l'innovation? Alors l'idée c'est en construction pour le moment, donc il n'est pas encore finalisé, donc je ne vais pas m'avancer de trop, mais l'idée c'est quand même de mettre autour de la table différents acteurs qui pourront ensemble construire une solution. Donc c'est de la co-construction de solutions. Et donc les pouvoirs locaux seront invités aussi, donc sous forme d'un consortium par exemple, avec les opérateurs concernés, avec les intercommunales éventuellement, etc., d'ensemble proposer une solution qui permette d'aller le plus loin possible dans les cas de... Alors, ce que j'ai oublié de préciser pour cette, tu fais bien de poser la question, Benoît, j'ai oublié de préciser que ce sera quand même un appel qui sera orienté sur un certain nombre de secteurs à la demande du cabinet. Et donc, les principaux secteurs, ce sera la smart ruralité, donc tout ce qui est smart farming, par exemple. Bien entendu, la connectivité rurale aussi. Mais aussi, par exemple, peut-être d'autres secteurs comme l'e-santé ou d'autres. On est en train de voir actuellement ce qu'on va réellement faire. L'enveloppe est relativement limitée. Hein. Nous avons une enveloppe d'1 million d'euros pour cet appel à projet, donc ce n'est pas un énorme appel. Ce sera probablement pour des proof of concept aussi. Mais l'idée, c'est ça, c'est de vraiment essayer de combiner les énergies, les synergies pour aller le plus loin possible. Merci. Deuxième question, Philippe, si une commune ne sait pas, parce que parfois ça peut être le cas, qui est inscrit de son côté sur la plateforme DOE Connect, comment faire, qui contacter chez vous pour... Me contacter moi. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Alors, j'ai dans le premier slide que j'ai présenté dans les différents axes du projet, les différents piliers du projet Gigarégion, il y en a un sur lequel je n'ai pas, que j'ai un petit peu zappé et qui est pourtant important, c'est que notre intention est de mettre en place un portail de connectivité régionale, donc un portail qui permettrait de devenir un véritable tableau de bord de la connectivité régionale sur base de toutes les données que nous commençons maintenant à récolter, que ce soit sur le Wi-Fi, que ce soit sur la connectivité des zonings, la plateforme, etc., de regrouper tout ça sur un portail d'abord à destination, bien sûr, des pouvoirs publics et des décisionnaires du gouvernement, mais aussi à terme de pouvoir quand même donner un accès à ça. On verra évidemment quel type d'informations mettre en avant, par exemple sur les zonings, pouvoir voir quels sont les zonings sur lesquels il y a minimum deux opérateurs qui fournissent de la fibre optique ou d'autres technologies, parce que je veux insister là-dessus aussi, on parle beaucoup de fibre optique aujourd'hui, parce que c'est clair que dès qu'on met en place un réseau fixe aujourd'hui, c'est de la fibre optique, mais il y a aussi d'autres possibilités, qui est la valorisation des réseaux coax, par exemple. Vous êtes en train de faire du travail là-dessus, et je pense qu'il pourra en faire beaucoup plus, mais on verra évidemment la suite en ce qui les concerne. Ok. Je vois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires, donc je vous propose de terminer ici. En tout cas, je remercie tous les orateurs, les ministres et l'ensemble des participants. Donc n'hésitez pas à contacter Philippe pour toute question. On va vous envoyer aux inscrits le lien vers le PDF de la présentation d'aujourd'hui et le lien vers l'enregistrement du webinaire si vous souhaitez le diffuser à vos collègues ou aux autres communes. Voilà, merci à tous et bon après-midi. Pour votre présence. Et merci à Idelux pour l'organisation du webinaire. Parce que, vraiment...
Bon après-midi. Merci, à vous.